Merci d'avoir accepté de me rencontrer et du temps passé à cet entretien-là. Ben, je vous Euh, en prie, bonjour. Bonjour. Cet entretien finalement a seulement pour but, dans le cadre du programme Réseau Spec Parle-nous, de vous présenter un petit peu, puis de vous présenter également les organisations que vous représentez à Oui. notre réseau et à nos participants. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites en ce moment, votre parcours également? Oui, alors Benjamin Boutin, donc je suis directeur de l'Association nationale France-Canada qui agit depuis 1949 pour renforcer les liens entre la France et le Canada dans différents domaines de la société, beaucoup dans le domaine culturel, éducatif, social. Et notre congrès national cette année a lieu dans le Perche, qui est une région où beaucoup de Français ont émigré vers le Canada au XVIIIe siècle. Donc il y a toute cette histoire partagée qui me tient à cœur. Moi-même, j'ai été un jeune abreuvé à cette histoire. J'ai fait la fin de mes études au Canada, à l'ENAP. Et c'est d'ailleurs quand j'étais étudiant à l'ENAP et aussi vice-président de l'association étudiante de l'ENAP à Montréal que j'ai participé à la délégation de l'ASPEC en 2015. Donc ça a été une très très belle expérience qui a été soutenue par Logic, les offices jeunesse internationaux du Québec. Et ça m'a permis d'améliorer ma connaissance du fonctionnement du Parlement européen que je connaissais déjà puisque j'avais été stagiaire à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne en 2009 et 2010 au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc c'est sûr que je travaillais plus dans le domaine de la sécurité internationale et des affaires étrangères. Donc l'institution la plus compétente dans ce domaine à l'époque, c'était le Conseil de l'Union européenne. Mais toutefois, on sait bien sûr que le Parlement exerce des compétences, des prérogatives dans la sphère internationale, le Parlement européen. Et évidemment, on était amené déjà à suivre les travaux du Parlement européen. Mais là, ça m'a donné cette dimension encore plus pratique, pratico-pratique des échanges parlementaires, des fonctionnements. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était l'interaction avec les journalistes et les lobbyistes. Donc moi, étant moi-même européen, mais fortement imprégné de la culture québécoise et canadienne en général, ben, j'ai trouvé que cette simulation parlementaire, elle rassemblait un petit peu tous les éléments que j'aimais, donc l'Union européenne, la coopération France-Québec et plus largement Canada-Europe. Et je trouve que c'est un excellent instrument de rapprochement de nos jeunesses et notamment de nos jeunesses engagées dans la sphère publique et politique. Merci énormément. Vous avez répondu, vous avez À répondu en toutes les même temps. questions. Non, à quelques questions plus tard. Oui, mais merci beaucoup. Je suis contente de voir que vous vous souvenez de votre participation à cette simulation-là. Oui, Et ça s'oublie pas quand même. j'espère que l'expérience va être aussi bonne pour les participants cette année. J'en suis sûr. Si on veut continuer avec ce lien-là, entre l'aspect et vos activités actuelles liées à la francophonie et Mmh. aux relations transatlantiques, qu'est-ce que vous pensez qu'une organisation comme l'ASPEC peut apporter comme impact positif dans le développement de la francophonie et les relations finalement entre le Québec, le Canada et l'Europe? Ce qui est bien avec l'ASPEC, c'est qu'il y a aussi des délégations de différents pays européens, au-delà des pays purement francophones où on a des délégations francophiles, mais qui apprennent le français. Le français est la deuxième langue la plus apprise dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose que souvent au Québec, on oublie ou on n'a peut-être pas la perception que la francophonie est une communauté internationale en expansion, je dirais, et en croissance. Souvent au Québec, la francophonie est abordée sous langue nationale et ça se comprend pour plein de raisons. Mais l'ASPEC fait le lien avec des francophones et des francophiles en Europe et donc ça connecte. C'est l'une des organisations et l'une des expériences qui connecte la francophonie des Amériques et la francophonie européenne. Et d'ailleurs, l'un de mes chevaux de bataille, là, ce serait de créer en Europe le centre de la francophonie européenne sur le modèle du centre de la francophonie des Amériques.
C'est une proposition que j'avais faite en 2018 dans une note qui s'appelait L'élan de la francophonie, qui avait été publiée par la Fondation pour l'innovation politique, qui est un centre de réflexion, premier centre de réflexion politique européen d'ailleurs. Et ça, c'était l'une des 15 propositions que j'avais émises. Je crois vraiment qu'il faut, je dirais, développer les connexions entre ces deux francophonies. On dit beaucoup que l'avenir de la francophonie se passe et se passera en Afrique, ce qui est vrai, mais ne négligeons surtout pas la francophonie des Amériques et la francophonie européenne, parce que ce sont deux zones de vie et de développement, de prospérité très importantes. Donc l'ASPEC, ça permet la rencontre de ces deux francophonies-là, et notamment au niveau de la jeunesse. Donc ça, c'est une excellente chose pour renforcer les liens dans la francophonie transatlantique. Est-ce que vous pensez qu'un renforcement des liens comme ça, si on se base sur l'interculturel finalement, ou les relations entre les jeunes, ça peut avoir une répercussion ensuite au niveau plus politique ou économique Bien plus sûr, global? clairement. De toute façon, à chaque fois qu'on favorise les échanges, qu'ils soient économiques, culturels, éducatifs, on sait que ça va avoir des répercussions parce que ce sont des expériences qui sont formatrices dans la vie des personnes. On s'en souvient, on noue des contacts, on noue des relations humaines qui pourront nécessairement être utiles à l'avenir. Et en plus de cela, le Parlement européen est quand même une instance démocratique majeure dans le monde. C'est peut-être l'un des parlements supranationaux les plus intéressants à étudier. Donc, ça ne peut qu'être intéressant pour des jeunes qui s'intéressent aux institutions publiques, qui veulent agir, qui seront peut-être soit demain eux-mêmes des parlementaires, soit des journalistes, soit des personnes qui vont influencer les décisions. Et donc, ça participe d'une éducation civique qui est d'une communauté d'intérêt et de communauté, oui, j'allais dire presque de civilisation entre les deux ensembles transatlantiques qui doivent échanger et en plus qui échangent en français, qui est l'une des grandes langues de l'Europe, mais aussi qui est l'une des grandes langues de l'Amérique du Nord, Québec, Canada, y compris les États-Unis, où le français n'est pas une langue étrangère grâce à la Louisiane et à tous les francophones qui ont contribué à bâtir les États-Unis. Donc je dirais même qu'à l'avenir, la SPEC, si elle pouvait intégrer une délégation de Louisiane, par exemple, et du Maine, pourquoi pas, ou de la Nouvelle-Angleterre, où il y a aussi beaucoup de racines francophones, ce serait intéressant d'aller dans ce sens-là. Ce serait plus qu'intéressant. Je dirais que C'est une piste. Ce serait une bonne piste pour les prochaines années si on pouvait avoir, Voilà. d'avoir un contact dans ces régions-là pour partir une délégation, ce serait génial. Ouais, ce serait vraiment bien. Et quand on parle de relations interculturelles comme ça, on sait que l'Union européenne, justement, est un ensemble interculturel de premier plan. Tout à fait. Quel rôle, par exemple, est-ce que l'Union européenne peut jouer dans la francophonie aujourd'hui? L'Union européenne, c'est une tentative déjà de réconciliation qui a fonctionné entre des peuples qui parfois étaient belligérants et qui étaient ennemis. On pense à la France et à l'Allemagne qui pendant des décennies se sont combattus. Donc déjà, le principal acquis de l'Union européenne, c'est d'avoir favorisé la paix sur notre continent européen. Et on sait malheureusement aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, que c'est un bien très fragile. C'est pour ça que depuis 2009, depuis mon expérience à Bruxelles, je milite pour une défense européenne qui soit évidemment complémentaire de la défense canadienne et dans un partenariat stratégique. Je crois d'abord que la défense, c'est le socle pour défendre nos valeurs. Si on ne veut pas un jour que ces valeurs soient directement menacées, il faut se préparer et ça commence par la défense. Alors au-delà de ça, l'Union européenne, c'est une construction politique qui est inachevée, mais qui est quand même très sophistiquée et intéressante à étudier du point de vue canadien, où là aussi il y a des équilibres interculturels très subtils et très complexes. Vous le savez mieux que quiconque.
Donc, du point de vue de l'Union européenne, il y a le français est la deuxième langue la plus apprise dans les pays européens, y compris dans des pays qui ne sont pas considérés bien sûr comme francophones. En Allemagne, on a une grande proportion de la population qui parle français. En Italie, je crois aussi qu'on a un tiers des Italiens qui parlent le français. Au Portugal, énormément de Portugais. Donc le français, c'est l'une des langues de travail de l'Union européenne qui, selon sa charte, est plurilingue. Et c'est un grand enjeu aujourd'hui de faire en sorte que l'Union européenne ne devienne pas unilingue, parce que ce n'est pas son ADN d'être unilingue. C'est l'union dans la diversité. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici d'ailleurs, de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'il y a beaucoup de diversité. Et donc, il faut renforcer les liens entre ces francophones européens. Donc ça se passe dans les institutions européennes. Il y a un intergroupe parlementaire francophone au Parlement européen qui avait été relancé par un de mes amis qui s'appelle Thierry Cornillet, qui a été député européen et qui a été le fondateur de l'Association des régions francophones, un grand militant de la francophonie, Thierry Cornillet. Donc il faut faire vivre déjà ce groupe au Parlement européen de députés francophones voilà, qui seront en mesure de défendre cette dimension de la diversité linguistique et culturelle qui a été reconnue à l'UNESCO par la Convention de 2005 notamment. Mais au-delà des institutions, il faut qu'il y ait une animation entre ces communautés francophiles et francophones minoritaires, qu'elles soient en Roumanie, qu'elles soient en Wallonie-Bruxelles, en Suisse romande, à Andorre, évidemment en France où là c'est pas minoritaire, c'est majoritaire, à Monaco et même dans tous les pays que je citais. En Allemagne, il y a la région de la Sarre notamment qui est bilingue. En Italie, il y a la vallée d'Aoste qui est également multilingue où le français a une place officielle, à Andorre, dans les îles anglo-normandes, etc. Donc il y a plein de communautés qu'il faut relier entre elles et il faut animer cette vie pour faire en sorte que le français soit attractif et qui continue demain à être l'une des grandes langues de l'Europe. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le français est une langue juridique, économique, politique, diplomatique, culturelle, littéraire, intellectuelle, et que cette langue a de quoi apporter beaucoup de progrès à notre union du fait de tous les grands esprits qui ont créé, qui ont imaginé, qui ont conceptualisé dans cette langue française. Donc ça, il faut être conscient de l'acquis et il faut être fier d'être francophone du fait de toutes ces connexions internationales et de tout ce génie de la diversité culturelle. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup aussi qui a été fait ces dernières années pour remettre ces communautés-là en lien entre elles. Oui. Et l'aspect qui participe, entre autres. Tout à fait. Pour clore cet entretien-là, je voudrais vous poser une question ouverte. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux participants ou au réseau de l'ASPEC, participants qui iront finalement cette année au Luxembourg et qui participeront à cet échange-là? Alors, j'aurais deux conseils. D'abord, vous préparer en amont par des lectures, en regardant des vidéos, en essayant de repérer des députés, femmes ou hommes d'ailleurs, qui vous inspirent, savoir pourquoi. Vous pouvez trouver évidemment sur le site du Parlement européen tous les renseignements nécessaires sur les groupes d'amitié, sur les groupes de travail. Est-ce que vous, c'est plutôt l'environnement qui vous intéresse, c'est plutôt la défense, la diplomatie, les affaires sociales? Donc vous pouvez aller voir les commissions, écouter les interventions des députés, noter des idées, voilà, et faire en sorte de défendre, si possible, des idées, des convictions, vraiment vous mettre dans la peau d'un euro ou d'une eurodéputée, ou alors, si c'est plutôt le volet journalistique qui vous intéresse, regardez un petit peu le travail des correspondants parlementaires. C'est intéressant, il y en a que je connais au Québec et au Canada qui font un excellent travail, à Bruxelles également et à Strasbourg. Donc essayez de suivre ces personnes, de comprendre leur métier pour que lors de la semaine en question, vous soyez les mieux préparés possible. Et puis mon deuxième conseil,
c'est de vous intéresser au Luxembourg même, qui est un grand-duché, mais qui a une belle histoire au cœur de l'Europe, et de profiter de cette expérience pour vous imprégner de l'histoire du Luxembourg, où j'ai la chance d'enseigner, moi, au sein du master en études parlementaires dirigé par Philippe Poirier, qui est un master international d'ailleurs, très ouvert sur le monde. Et le Grand-Duché du Luxembourg est une démocratie ancienne, c'est le pays le plus riche en termes de PIB par habitant au monde. Donc quelles sont les clés de ce succès? Comment le Luxembourg s'est réinventé après un passé industriel, notamment métallurgique? Comment il s'est aussi pacifié? Donc vous intéressez à l'histoire du Luxembourg qui est au cœur de l'Europe et qui vous donnera l'une des clés de notre construction européenne, qui est l'un des acquis majeurs de ces dernières décennies. C'était un très beau mot de la fin. Merci énormément pour le temps consacré. J'espère que le message va être entendu aux participants de l'aspect. Ça m'a fait plaisir et bonne spec à toutes et à tous. Merci beaucoup.